Bonjour à tous. Donc je travaille chez Sigfox. Alors déjà, qui connaît Sigfox dans la salle? Bon, bah, j'ai bien fait de venir alors. Alors, pour vous expliquer effectivement, qui est Sigfox? Mais on a beaucoup parlé d'IoT. Là, j'ai vu différentes présentations. Alors, Sigfox, c'est une société française qui a été créée en 2010 à côté de Toulouse, avec une vision qui était un peu dingue à l'époque, qui était de dire finalement, on nous parle des objets connectés, donc il va y avoir des milliards d'objets connectés selon les instituts. Donc comment on fait connecter comment on connecte finalement tous ces objets sur la planète, comment est-ce on peut leur donner la parole finalement. Et donc l'idée, c'est vraiment de déployer un réseau mondial de communication dédié aux objets. Voilà, donc j'y reviendrai après. Et aujourd'hui, donc Sigfox, donc ça fait un peu plus de 8 ans qu'on existe. On est présent aujourd'hui dans 53 pays. Et on accompagne, au-delà du réseau de connectivité, nos clients dans leurs projets IoT, donc IoT, Internet des objets. Et on voit deux leviers principaux pour la mise en place et le développement de projets autour de l'IoT. C'est la première chose, bon, ça tombe un peu sous le sens parce que là aussi on voit qu'il y a une pression économique dans beaucoup de secteurs d'activité, y compris bien évidemment dans le secteur agroalimentaire. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour baisser les coûts, donc optimiser les processus existants. Et le deuxième levier, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur, et notamment à travers la création de nouveaux services ou de nouveaux business models, voilà, qui vont générer de la valeur. Et notamment dans le secteur industriel, et je ne parle pas spécifiquement de l'agroalimentaire, mais le marché industriel en général, c'est historiquement finalement, on avait des clients des clients, oui, nos clients qui vendaient des équipements, du matériel, et qui se disent finalement, je vais me positionner comme un fournisseur de services. Et finalement, pour vendre un service, il faut à la consommation. On a vu, il y a eu ces idées exprimées en disant, bon, finalement, aujourd'hui, on a l'habitude, en tant que particulier, de payer ce que l'on consomme, donc à la consommation qu'on en fait, à l'usage que l'on en fait. Et bien, il faut être en capacité de mesurer l'usage qui est fait du service. Et donc, c'est là où intervient l'IoT, parce qu'on a besoin de prendre des mesures, tout simplement, pour déclencher la partie facturation. Donc, alors, Sigfox, ça se positionne. On a lancé, en fait, un nouveau réseau. Et on appelle ce type de réseau LP1. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est un réseau basse consommation, longue distance. Donc en anglais, c'est Low Power Wide Area Network. Voilà. Donc c'est un réseau longue portée. Donc pour schématiser, c'est comme un réseau GSM. Mais c'est pas une technologie, c'est une technologie radio, mais c'est pas une technologie cellulaire comme le GSM. Mais c'est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte SIM. Donc l'idée, c'est vraiment de faire communiquer simplement les objets et de récupérer ces informations dans le cloud. Voilà, donc c'est relativement simple. Et le fait de faire ça, ça permet d'ouvrir de nouveaux cas d'usage et de connecter des objets qui historiquement on ne pouvait pas connecter. Donc on résout en fait avec ce type de réseau 4 problèmes. C'est la consommation d'énergie, c'est la première chose, parce que historiquement, quand vous vouliez connecter des objets, donc c'est ce qu'on appelait le M2N, machine to machine, on mettait une carte SIM dans un objet, et puis voilà, on connectait avec le réseau GSM, mais l'autonomie de la batterie était relativement limitée, donc utiliser ce type de réseau
permet d'avoir une autonomie de plusieurs années. Et quand on parle par exemple de télémétrie sur des compteurs d'eau, on a des capteurs qui ont une autonomie de plus d'une dizaine d'années, donc sans recharge, sans rien. Tout simplement parce qu'on va envoyer des petits messages et que les capteurs vont être éteints 99% du temps. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'on laisse une très faible empreinte électromagnétique. Donc ça, c'est important dans certains cas d'usage. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont relativement frileuses à utiliser des systèmes qui émettent énormément d'ondes radio. Donc on propose un réseau global aujourd'hui, donc on est présent dans 53 pays. On a la volonté de couvrir la planète. On a annoncé des projets également d'étendre notre réseau à travers donc un réseau satellite basse orbite. L'intérêt de notre réseau, c'est qu'il n'y a pas de système d'itinérance comme vous pouvez le connaître dans les réseaux GSM traditionnels. Donc, quand nos clients ils souscrivent un contrat, ils ont accès à l'ensemble de la couverture au niveau mondial. Et une autre propriété du réseau, c'est que c'est un réseau qui est très résistant au brouillage. Donc il est notamment utilisé pour cette propriété par des clients qui sont dans le domaine de la sécurité. Notamment, on a un de nos gros clients qui est Verisure, donc Securitas Direct, qui font des centrales de télésurveillance. Je ne sais pas, vous en avez peut-être chez vous. Et donc, en fait, ils utilisent le réseau Sigfox en réseau de backup, puisque malheureusement, il y a de plus en plus de tentatives de brouillage et le GSM, notamment, se brouille très facilement. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose de très simple. Donc dès que l'objet qui doit intégrer la librairie de communication Sigfox est connecté, est alimenté, il se connecte automatiquement au réseau. Donc il n'y a pas de carte SIM, il n'y a pas d'appairage. C'est relativement simple. Et le positionnement, c'est un positionnement low cost, alors sur deux aspects. Donc notre modèle économique, c'est qu'on est comme un opérateur télécom, donc il y a un abonnement qui est à payer par objet qui se connecte au réseau. Donc c'est quelques euros par an et par objet qui se connecte sur notre réseau. Le prix varie en fonction du nombre de messages que vous voulez envoyer, enfin que l'objet va envoyer, et le volume d'objets à connecter. Mais c'est également low cost par rapport au prix du capteur, puisque l'enjeu, quand on fait un projet, c'est pas juste le coût de la communication, c'est combien vont coûter les capteurs. Et donc là aussi, on travaille avec un écosystème de partenaires. Donc aujourd'hui, on a plus de 600 partenaires à travers le monde. Certains développent uniquement des capteurs, d'autres vont jusqu'à la fourniture de solutions complètement intégrées avec une plateforme software. D'autres, typiquement, vous avez vu Siemens, donc on est compatible avec la plateforme MindSphere. On travaille sur certains projets avec eux. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un écosystème relativement large avec des partenaires qui peuvent avoir des compétences différentes mais qui vont utiliser et embarquer notre technologie de communication. Donc le prix du capteur, il va de quelques dizaines d'euros à un peu plus de 100 euros, quelques centaines sur des capteurs extrêmement perfectionnés. Mais on est assez disruptif quand même par rapport, notamment par rapport à certains secteurs d'activité où historiquement il y avait des capteurs relativement chers. Donc ça permet aussi de mettre plus de capteurs et d'avoir des données beaucoup plus précises. Et je vous montrerai quelques cas d'usage qu'on peut avoir notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire. Alors nous, donc, pour résumer, on propose donc un réseau pour remonter l'information qui va être captée au niveau des capteurs. Donc on est présent là où vous voyez le petit papillon. Donc vous avez des objets qui intègrent donc le module de communication Sigfox qui vont envoyer des messages donc à travers notre protocole radio, qui vont être transmis donc à travers notre réseau. Et donc nous on va stocker toutes ces données
donc dans notre back-end ou cloud Sigfox, qui est un back-end opérateur, comme un opérateur téléphonique traditionnel. Et là, on met à disposition donc toutes ces informations via des API, hein, donc des passerelles de communication. Et après, nos clients viennent récupérer ces informations qui peuvent après remonter dans une plateforme IoT, dans leur système IT, et donc après les analyser et déclencher les actions. Voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà plusieurs millions de capteurs qui donc communiquent et qui sont connectés donc, à notre réseau. Et on travaille majoritairement en B2B. Hein. C'est vrai que l'IoT, on a parlé beaucoup d'IoT sur des applications plutôt B2C. Aujourd'hui, nous, la majorité de nos clients, et je vous montrerai quelques cas d'usage, c'est vraiment des professionnels qui utilisent, en fait, qui ont besoin de remonter des informations pour optimiser certains process, mesurer certaines choses, développer de nouveaux services. Alors, qu'est-ce qu'on peut remonter? Donc, à travers le réseau Sigfox, on envoie des petits messages qui vont jusqu'à 12 octets. Alors on a l'impression que c'est pas beaucoup 12 octets parce qu'on vit dans une société où finalement on fait plus trop attention, on envoie un maximum de données, puis après on se dit on verra, on va faire le tri et puis voilà. Mais en tout cas on se sécurise, on essaie de récupérer un maximum d'informations. La philosophie de Sigfox, c'est vraiment l'innovation frugale. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de consommation quand même d'énergie sur la planète. On est tous là à dire qu'il faut réduire la consommation énergétique. Donc, à commencer par, si on doit connecter des milliards de capteurs, il faut que ça utilise le moins d'énergie possible. Et finalement, en 12 octets, on peut remonter énormément d'informations. Donc, par exemple, une position GPS, c'est 6 octets. Hein. Quand on remonte une donnée de température, ça va être 2 octets. On va remonter un mouvement, c'est à peu près 2 octets. Donc vous voyez que finalement, avec peu de données, mais des données utiles, donc c'est pour ça qu'en amont, il faut vraiment se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut remonter comme information, on peut récupérer à moindre coût, finalement, plein d'informations qui peuvent être très utiles. Donc ça peut être une position, une vitesse, une température, de l'humidité, un niveau sonore. Donc on ne transmet pas de voix, on ne transmet pas de vidéo. Hein, ce n'est pas du tout un réseau fait pour transmettre beaucoup de données. Ça peut permettre de détecter des gaz, ça permet d'horodater, donc de savoir à quelle heure, à quelle date s'est passé un événement. Ça permet de détecter des fuites, détecter des forces, des pressions, des champs électromagnétiques, de la lumière. Voilà, donc finalement, le champ des possibles, il est extrêmement large et après, ça va être l'ingéniosité de nos partenaires qui vont développer des capteurs qui vont après être spécifiques par rapport à des cas d'usage ou des secteurs d'activité particuliers. Alors là, j'ai mis quelques références, voilà, donc juste pour vous montrer un peu le panel. Donc nous, on est vraiment tout secteur d'activité parce que l'Internet des objets, ça concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit des entreprises privées, des entreprises publiques. Alors, on a beaucoup de cas d'usage quand même dans tout ce qui est tracking, donc supply chain, logistique, dans le domaine de la sécurité, le domaine de tout ce qui est ce qu'on appelle les smart cities, le smart building, beaucoup de choses liées à la consommation énergétique, on en a parlé, il y a de gros enjeux, donc ça commence déjà par mesurer ce qu'on consomme de façon automatique. Ça paraît bête, mais finalement, on constate tous qu'on est encore à des fois relever manuellement un certain nombre d'informations. Voilà, et on travaille sur des projets en France, mais également des projets à l'international et avec des clients qui ont des projets qui veulent déployer en fait dans différents pays et dans différentes zones géographiques également. Alors là, donc voilà pour Sigfox, on prendra peut-être les questions après. Hein, voilà, je pourrais y répondre. Donc là, j'ai essayé de recenser un petit peu tous les cas d'usage que l'on peut avoir dans le domaine agroalimentaire au sens large, bon, pas uniquement sur l'usine, donc de façon beaucoup plus large, et vous expliquer un petit peu nous aussi quelle est notre vision des choses par rapport au développement de l'IoT et à l'intérêt de l'IoT
pour le domaine agricole au sens large. Donc nous on voit en fait il y a un chemin vers une agriculture alors plus intelligente on va dire. Il y a des choses, enfin, souvent ça commence par des choses assez basiques, c'est l'amélioration des conditions de travail, c'est finalement automatiser certains processus qui historiquement étaient faits de façon manuelle parce qu'il n'y avait pas forcément de système automatique pour le faire. Donc c'est tout bête hein, mais ça va être relever des températures, relever par exemple des niveaux d'eau, de fuel, de lait, enfin ce que l'on voudra. Donc ça, aujourd'hui, finalement, avec ce type de raison, on peut le faire de façon automatique, avec des capteurs qui vont être autonomes pendant un grand nombre d'années. Donc après, en fonction des cas d'usage, mais je dirais 5 ans, c'est sans problème, on va dire, si on envoie 1 ou 2 messages par jour. Donc ça rend quand même beaucoup de services sur des choses qui peuvent paraître très simples. Alors après, il y a tout ce qui touche autour de comment est-ce qu'on optimise la marge. Donc ça a été évoqué notamment à travers des cas d'usage vraiment dans l'usine, ça va être la surveillance des équipements au sens large. Donc il y a des équipements dans l'usine, mais il peut y avoir des équipements à l'extérieur de l'usine. Donc pour tout ce qui est maintenance préventive, donc c'est vrai que finalement au lieu d'envoyer régulièrement une personne pour aller surveiller un équipement, le fait de pouvoir remonter de façon automatique des informations qui peuvent après être nécessaires pour savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, parce qu'on sait que la machine au bout d'un certain nombre de tours ou de temps ou parce que voilà on va mesurer certains paramètres, on sait qu'il va falloir intervenir et ça de façon automatique. L'idée, ça va être aussi la réduction d'utilisation de certaines ressources, parce que quand on arrive à mesurer, on arrive à mieux contrôler et donc à diminuer. Quand on parle par exemple de consommation énergétique, on a des partenaires dans notre écosystème qui, grâce à la captation de certaines informations, vont pouvoir aider les clients à optimiser leur facture énergétique en analysant les données, en déclenchant après certains processus. Voilà. Et après, on va aller vers tout ce qui touche à la qualité. Donc là, ça va être l'amélioration de la qualité des produits ou reproduire les mêmes conditions. Alors après, ça peut être de fabrication, conditions d'élevage, de culture, voilà. Donc voilà. Donc, voilà un petit peu le chemin que nous, on voit aussi hein, chez nos clients. Alors j'ai pris en fait un peu différentes phases et les différentes phases au niveau donc alors du lait. Donc ça commence par la production. Donc aujourd'hui on a différentes solutions à travers donc des partenaires de l'écosystème pour notamment donc piloter des pâtures à distance. Donc on peut mettre des capteurs pour surveiller les clôtures, ça va être la fermentation du foin, le niveau des abreuvoirs. Donc là c'est assez basique, hein, ça permet de mesurer en continu des paramètres, d'envoyer des alertes et donc l'agriculteur reçoit sur son téléphone en SMS ou via un email en fait des alertes quand il y a un risque qui est identifié. Donc ça permet de surveiller finalement à distance son exploitation, sachant qu'avant, on faisait le tour de ces passerelles avec sa voiture. Alors en France encore, les passerelles sont pas très étendues, les parcelles. Par contre, on a dans certains pays, notamment en Amérique latine, vous imaginez le nombre de milliers de mètres carrés. Donc là, je peux vous dire qu'on a beaucoup de business dans l'agriculture, dans ce type de pays où les espaces sont très vastes, quoi. Parce que là, tout de suite, on voit l'intérêt de remonter à distance un certain nombre de paramètres. Alors, on va être au niveau aussi de la surveillance des animaux. Donc, on a aujourd'hui des systèmes, vous voyez la vache, là, elle a un collier, et en fait, vous avez le capteur hein, qui est inséré sur le collier, qui peut géolocaliser l'animal et détecter des anomalies, notamment uniquement avec la température. On sait que la température d'un animal, c'est assez critique comme donnée, et on peut en déduire un certain nombre de choses, et notamment les périodes de mise bas,
voilà, donc ça permet réellement de faire une surveillance très fine à distance de son élevage. Alors bien évidemment, l'agriculture et notamment la production de lait est très fortement impactée par la météo. Donc assez simple, mais tout ce qui est station météo connectée, ça permet d'avoir des données relativement précises au niveau d'une parcelle ou d'un champ, et donc de pouvoir aussi comparer et analyser l'information avec tout l'historique aussi qu'on peut avoir et avoir stocké dans une application pour comparer d'une année sur l'autre et également prendre les mesures adéquates au niveau de son élevage, mais également de toutes ses cultures. Voilà. Au niveau de tout ce qui est production, transformation, j'en ai un petit peu parlé, mais il y a beaucoup de sujets autour de la mesure de niveau. Alors on a des sondes qui sont autonomes, qui viennent se mettre, ça peut être sur des silos à grains, ça peut être sur des tanks à lait, ça peut être sur des cuves de fuel, donc voilà, je dirais que finalement peu importe. Et là aussi, ça permet de remonter simplement des niveaux d'alerte. Alors après, il y a différentes applications. Ça peut être, il y a des industriels qui utilisent ces technologies pour vendre un service de réapprovisionnement automatique. Quand on vend du grain, par exemple, finalement, l'agriculteur a plus forcément besoin d'appeler en disant « bon, là, il faudrait que vous me livriez ». On peut définir un niveau à partir duquel il y a un réapprovisionnement automatique du grain, des engrais, enfin, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez simples, mais qui sont relativement efficaces. Alors, je ne vais pas y revenir, mais bien sûr, dans la partie production, transformation, donc tout ce qui touche à la maintenance préventive et au fait de récupérer automatiquement donc certains paramètres, les changements d'état, les déformations, les cycles, les pressions, qui permettent d'anticiper certaines opérations de maintenance. Alors, quand on a produit, après, il faut livrer, donc tout ce qui est transport, distribution. Donc là, il y a un vrai sujet aujourd'hui de façon globale et cross-secteur, sur le suivi en temps réel des marchandises. Et des marchandises, alors historiquement, on suivait le camion, parce que tous les camions sont géolocalisés, on va dire. Sauf que les camions, en cours de route, ils changent de remorque. Et qu'on peut suivre le camion, mais si la remorque elle a changé, on n'a plus du tout de visibilité sur finalement où est son produit. Et alors, c'est encore plus complexe quand on a des flux qui sont à la fois ferroviaires, terrestres, maritimes, et également des flux aériens. Je cherchais le nom, exactement. Donc là, on a, et ce type de réseau LP1, ça permet d'aller traquer au plus près la marchandise. Donc on a là par exemple, on a un partenaire qui travaille avec IDEO, en fait, qui est une joint venture, donc avec Danone Eau. Donc pour tout ce qui est suivi, en fait, des palettes qui sont mises dans les trains. Donc il y avait un vrai sujet, c'est que étonnamment, on se dit, quand c'est sur une voie ferrée, finalement, on ne va pas perdre son wagon. Eh bien, si. donc l'idée là, c'était vraiment d'aller traquer au niveau de la palette, les palettes qui étaient mises sur les wagons pour savoir en temps réel, en fait, où se trouve la palette. Donc, bien évidemment, le gros enjeu, c'est la géolocalisation, mais on va pouvoir mesurer aussi différents types de paramètres. Ça peut être la température, l'humidité, les conditions en fait de transport, ce qui dans certains cas peut être relativement intéressant. Voilà. On le fait aussi à grande échelle. C'est vrai que certains flux, alors rien à voir avec l'agriculture, quoique on a nos clients qui est Michelin. Donc Michelin, ils vendent notamment des pneus qui peuvent être utilisés dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel. Eux, ils ont un gros enjeu de réduction de stock, et donc le fait finalement de faire du tracking, là en l'occurrence c'est du tracking sur des flux maritimes,
ça leur permet de mieux anticiper et du coup d'avoir un buffer de stock moins important. Donc quand vous arrivez dans une société du type Michelin, vous réduisez de 1% les stocks, vous imaginez les gains, ça se chiffre en fait en millions d'euros, hein, bien évidemment. Donc il y a un vrai sujet autour de la date estimée d'arrivée et donc de la meilleure gestion de stock. Donc on va travailler sur ces sujets-là, donc qui concernent, j'imagine aussi, l'industrie agroalimentaire. Et pour terminer, et après je répondrai à vos questions, là on a un exemple de projet très concret, on en a beaucoup parlé je crois depuis ce matin, j'étais pas là ce matin mais ça a été redit sur tout ce qui touche la traçabilité. La traçabilité c'est un gros enjeu quels que soient les marchés. Bon bien évidemment quand on est dans l'agroalimentaire ou la pharmacie, ça a été dit, c'est quand même un sujet assez important parce que les conséquences peuvent être quand même, on va dire, graves. Donc là on a un partenaire qui s'appelle ApplyFarm, je ne sais pas si c'est des gens que vous connaissez. Ils ont développé en fait une plateforme pour analyser des données qui vont être montrées. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés notamment sur tout ce qui est alimentaire et notamment, là en l'occurrence, c'est un projet sur la traçabilité de l'engagement pâturage des marques de lait. Donc on en a parlé, donc c'est bien, au niveau du consommateur, on doit faire du storytelling, donc raconter une histoire. Après, le gros enjeu, c'est d'apporter des preuves sur, ok, est-ce que réellement, moi, consommateur, comment je vais pouvoir vérifier, entre guillemets, que ce qu'on me raconte sur mon packaging ou dans la publicité est réellement vrai. Et donc là, l'enjeu, et sur ce projet, c'est d'apporter une preuve numérique que, effectivement, quand on clame, ok, ben voilà, moi, mon lait, il a été produit par des vaches qui ont été auprès pendant 150 jours, je puisse apporter une preuve, en l'occurrence la numérique, une preuve numérique, que réellement c'est le cas. Voilà. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est qu'on équipe des vaches avec les fameux colliers. Et ça permet de récupérer des données de géolocalisation et effectivement, donc à travers la plateforme, bon là vous avez un screenshot, de pouvoir monitorer, puisque bien sûr avec la géolocalisation on arrive à déduire que la vache elle est dehors et pas, je dirais, à l'intérieur des bâtiments, de pouvoir apporter une preuve au niveau du consommateur que ce que l'on programme sur le packaging est réellement vrai. Voilà. Et ça, c'est aussi une combinaison de technologies, parce que l'IoT, c'est pas tout. Finalement, nous, on intervient aussi dans toute une chaîne, et là, l'idée, c'est de coupler aussi un système de blockchain. Enfin, la blockchain, pour faire simple, hein, c'est finalement un grand cahier numérique infalsifiable, qui peut être audité, et donc voilà, donc ça garantit aussi la véracité des informations qui vont être stockées. Donc là, c'est une combinaison à la fois à travers cette solution de finalement un capteur, un réseau de communication, une partie plateforme analyse des données et une partie sécurité et traçabilité grâce à une technologie type blockchain. Voilà. Donc là, on retrouve finalement à travers ce type, ce projet, une alliance de différentes technologies. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que on s'insère dans un cadre global quand il y a un projet. Souvent, nous, on apporte un bout de la solution, mais il y a aussi d'autres acteurs qui vont en fait apporter leurs briques pour construire une solution globale. Voilà. Des questions ? Oui, Christophe Lemoyne, Isigny Sainte-Mère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la gestion de la sécurité de tous ces objets connectés ? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, pour vous dire déjà que Sigfox, c'est un protocole de communication. Donc, la manière dont ça fonctionne, ce sont les objets en fait qui parlent à nos antennes radio.
Donc on ne peut pas en fait aller directement envoyer de l'information sur les objets. Donc par exemple tout ce qui a fait la une des journaux au niveau du hacking de caméras, de choses comme ça, parce que ça passe en fait par le réseau internet. Chez nous, c'est absolument pas possible, d'accord. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, bon, bien évidemment, tout est super sécurisé, mais surtout nous en fait, donc chaque capteur a un identifiant unique, d'accord. Donc sur le réseau, donc on arrive en fait à identifier chacun des capteurs par ce numéro d'identification unique, et on n'envoie que des codes 0, 1, etc. Donc en fait, vous ne savez pas. Enfin, je veux dire, on envoie des petits messages, des petites informations, même si, enfin, je dirais, dans le pire des cas, quelqu'un trouvait un moyen, mais pour l'instant, on ne voit pas comment, il ne pourrait pas décrypter le message, en fait. Voilà. Donc, et ce n'est pas des données personnelles, c'est voilà, des informations de température ou autre. Donc, finalement, on parle beaucoup de sécurité. Et après, il faut savoir aussi qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui l'est moins. Voilà. Et en l'occurrence, on est très résistant, comme je le disais, au brouillage. Donc, on est utilisé comme réseau de backup par des gens qui travaillent dans la sécurité. Donc, je peux vous dire qu'ils ont fait un certain nombre de tests avant de nous embarquer dans leur solution. Oui. Question qui peut peut-être paraître évidente au vu de votre présentation, mais je comprends que vous arrivez à couvrir des endroits où normalement il n'y a pas de réseau, on n'aurait pas de GSM ou de choses comme ça. On a une couverture qui... on ne peut jamais avoir 100% de couverture. On a une technologie radio, donc les gens qui vont vous dire qu'ils vont fournir 100% de couverture, c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. On est aujourd'hui... on peut avoir une meilleure couverture qu'un réseau cellulaire dans certains cas de figure. Donc effectivement, dans des cas d'usage dans l'agriculture où souvent, malheureusement, on est quand même dans des zones, on va dire, rurales, on peut avoir une meilleure couverture que certains opérateurs télécoms par rapport à des solutions classiques ou à un téléphone. On ne fait pas de miracle non plus. La complexité, après, ça va être le modèle économique. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, nous, d'accompagner nos clients et de rajouter des stations radio s'il y a besoin. Mais il faut qu'on puisse l'amortir, ou sinon après, c'est un service qu'on propose à nos clients de couverture as a service ou des solutions de couverture complémentaires. On peut tout à fait le faire et on le fait généralement voilà, quand on est par exemple sur des grands projets à l'international, quand on a un Michelin qui veut, je dirais, suivre ses flux maritimes, eh ben, on va l'accompagner dans le projet, on va couvrir en fait toutes les zones industrielles, les ports, etc., où il va y avoir des flux de marchandises. Voilà, donc on est capable de le faire. Après, c'est le retour sur investissement, quoi. Ouais. Bonjour, Patricia Imbert des Fromageries Belle. J'avais une question concernant les startups avec lesquelles vous travaillez quand vous développez des capteurs. Oui. J'ai compris. Comment vous garantissez en fait la fiabilité des capteurs quand elles sont développées par des startups? En général, c'est plus ou moins éphémère, hein, une startup. Comment vous arrivez à garantir finalement la fiabilité du capteur qu'elle a été développée et que finalement c'est vous qui vendez, si je comprends bien, dans votre package? Alors nous, donc on a un modèle où nous on fournit la connectivité. Donc à côté de ça, on a monté un écosystème de partenaires qui développent des capteurs, parce que pour se connecter sur le réseau, il faut qu'il y ait une librairie de communication Sigfox. C'est un petit module radio, ça vaut 2 $, ça se trouve chez NXP, Texas Instruments, ST Micro, etc. Donc c'est pas cher du tout. Après, il faut qu'ils intègrent ce module de communication dans un objet pour le rendre communicant. Nous, après, on a en fait une phase de certification. Donc, on certifie les capteurs qui sont développés et on leur donne en fait une classe de certification. Donc, ça va de 0, qui est la meilleure note, entre guillemets, qui assure en fait
la performance radio. Donc c'est ce qu'on va, on va mesurer la performance radio donc du capteur pour communiquer sur notre réseau. Donc il y a déjà ce niveau de certification, donc ça garantit quand même que, en gros, le capteur il marche bien et on l'entend bien sur le réseau, il peut communiquer sur le réseau. Après oui, la volonté de Sigfox, c'est en fait notre technologie elle est libre de droit, donc on touche pas de royalty par rapport à l'utilisation donc du module de communication. Notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum finalement d'acteurs sur le marché, start-up ou industriels, enfin n'importe qui puisse s'approprier la technologie et rendre communicants ces objets. Donc ça, c'est notre volonté. Donc oui, il y a beaucoup de start-up dans l'écosystème qui ont des approches directes. Enfin, vous avez peut-être été en contact avec certains partenaires de notre écosystème. Nous, en fait, on est là aussi pour guider nos clients. Donc, on a un contact également directement avec des industriels comme vous pour les accompagner en fait dans la mise en place de leurs projets. Parce que bon, bah, c'est comme tout nouveau marché, ça fourmille un peu de partout. Donc, on a un peu de mal à y voir clair. Donc, c'est un peu le constat qu'on fait aussi sur le marché. Donc, on est là aussi pour accompagner les clients vers la meilleure solution parce qu'on a quand même une vision relativement claire de notre écosystème et de qui fait quoi, qui est bon, qui est moins bon, etc. Donc, on est là aussi pour guider le client par rapport au choix de sa solution. Donc, il y a des solutions sur étagère, donc développées par les partenaires. On peut être aussi amené à accompagner donc nos clients dans le développement de capteurs spécifiques. Donc typiquement un Michelin, je parlais d'un Michelin, mais d'autres comme Total ou autres. C'est des gens qui souvent vont démarrer des tests avec des capteurs qu'ils peuvent trouver sur le marché. Par contre, sur la partie industrialisation, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui sur l'IoT, c'est de sortir du POC, hein, parce que je pense que tout le monde a poké partout plein de choses, plein de capteurs. Mais là, l'idée et nous, l'enjeu pour nous, et c'est aussi notre rôle d'accompagner donc notre écosystème et nos clients, d'aller sur cette phase d'industrialisation. Et on sait très bien que quand on travaille avec des industriels sur la phase d'industrialisation, qu'on commence à parler de dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions de capteurs, en fait, c'est pas forcément la start-up qui a peut-être développé un truc très bien, mais qui va être en capacité de peut-être sortir 50 000 capteurs. Mais au-delà, c'est plus le même appareil industriel. C'est d'autres choses. Ça peut être plus intéressant de développer son propre capteur parce que plus vous avez de volume, comme c'est de l'électronique, ben plus vous allez pouvoir faire baisser les coûts. Donc là, on accompagne aussi nos clients dans le développement de leur propre capteur. Et on peut, soit ils ont des compétences en interne, soit on a des compétences en interne chez nous, soit on peut s'appuyer sur des partenaires du type bureau d'études, EMS, etc. de l'écosystème. On est en contact avec des très gros fournisseurs aussi d'électronique qui sont en capacité, en fait, d'avoir des chaînes de production parce que ils sont pour certains, ils produisent des capteurs depuis des années et des années, de produire à des échelles très importantes des capteurs. Donc, on a ce rôle-là aussi d'accompagnement de nos clients sur cette phase d'industrialisation et souvent, en fait, c'est pas forcément la start-up qui est là au début, mais va pas pouvoir forcément suivre sur des volumes beaucoup plus importants avec d'autres enjeux, on va dire. Voilà. Donc, on est en capacité de vous accompagner s'il y a un sujet également sur cette dimension d'industrialisation. J'ai une dernière question peut-être. Nos producteurs de lait, est-ce que vous sauriez nous dire combien sont connectés en pourcentage? Est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu, peu répandu? Alors connecté, qu'est-ce qu'on appelle connecté? Nous, ce que l'on voit, enfin en tout cas par rapport à notre réseau, les partenaires aujourd'hui qui marchent bien, c'est tout ce qui tourne autour des stations météo connectées. Enfin, ça paraît bête, mais c'est quand même quelque chose qui est assez simple et aujourd'hui, on a des partenaires qui offrent des solutions très intéressantes au niveau économique, et puis avec une application quand même assez facile à utiliser. Donc, beaucoup de choses autour de tout ce qui est météo, beaucoup de choses autour de relever des niveaux.
quand même, des silos à grains, voilà, des cuves, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même beaucoup de cas d'usage que l'on voit. Beaucoup de choses autour du tracking, les trackings de bennes, par exemple, ce genre de choses. Enfin, ça recoupe aussi ce que je disais, hein, mais pouvoir localiser des équipements parce qu'ils sont dans un coin, parce qu'ils sont mutualisés, on ne sait plus trop où ils sont, où il faut mesurer l'utilisation qui en été faite. Finalement, aujourd'hui, grâce à des capteurs qui ne sont pas très onéreux, ça permet de le faire, alors qu'avant, c'était un peu une usine à gaz, quelque part, quoi. Donc, finalement, on simplifie certaines opérations qui pouvaient être faites manuellement ou qu'on ne faisait pas, quoi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de solution, quoi. On n'allait pas mettre un téléphone portable sur une benne, quoi, voilà. Donc voilà les sujets que l'on voit. Alors après, il y a beaucoup de sujets autour de la traçabilité. Hein, je vous apprends rien. Je pense que depuis ce matin, vous en parlez. Alors après, le projet là, dont j'ai parlé, c'est des choses qui commencent, qui démarrent. On n'est pas en phase d'industrialisation. Il y a beaucoup de questions, on tourne autour. Tout dépend ce que l'on veut faire, quoi, finalement. Et la grosse question, c'est aussi qui va financer tout ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet parce qu'en même temps, finalement, le consommateur, il veut payer ses produits pas très cher. D'un autre côté, quand on met en place quand même des nouvelles solutions, en tout cas le ROI, il est rarement quand même sur la première année. Donc je pense que voilà, il y a un modèle. En fait, c'est le modèle économique qu'il faut trouver. Enfin, finalement, c'est pas un problème technologique parce que la technologie, enfin voilà, vous avez vu aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Et nous, ce que l'on voit aussi, pas simplement dans le domaine agroalimentaire, c'est que en fait, on part rarement de technologie avec nos clients. Souvent, on s'assoit, on dit, OK, mais quel est votre problème ? Parce qu'avant de vouloir faire de l'IoT, de la blockchain, machin, ok, mais quel problème on essaie de résoudre? Et en fait, on passe beaucoup de temps en amont à travailler sur l'objectif du projet et le modèle économique. Et en fait, avant de se lancer dans un POC, si on ne voit pas le ROI, nous, personnellement, on n'y va pas. Enfin, on dit au client, on lui dit franchement, écoutez, là, ce que vous voulez faire, par rapport au budget et tout, on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, pour nous, ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'argent parce que, voilà, c'est à faire quelque chose qui ne va jamais aboutir, quoi. Et je pense que le risque, il est là aujourd'hui pour plein de sujets, hein, mais quand on parle de... Voilà, ce n'est pas un sujet technologique. Merci. Merci à vous. Donc, on a encore une présentation. Merci d'être resté avec nous. Je pense que vous ne le regretterez pas. Donc, on va parler des robots et des cobots. Cyril Héroux, directeur du segment IAA chez ABB France, nous donnera donc la perspective de la robotique collaborative en industrie laitière. Pour ceux qui partent, pensez à prendre les clés USB qui vous attendent. Merci. Une chose encore, donc on doit repasser la petite pub de FOSS, mais pas de 3 minutes, de 45 secondes. On la fera à la fin, donc j'espère qu'il y aura encore du monde dans la salle.